En direct de Montréal, voici Mon Carnet, avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 30 janvier 2026. Une édition plus courte cette semaine, mais une édition qui vaut vraiment la peine d'être écoutée dans son entièreté d'ailleurs, tellement il y a de l'information importante. On ira évidemment à Paris rejoindre mon ami et collègue Jérôme Colombin dans un instant pour revenir sur l'actualité foisonnante de la semaine. Ensuite, on restera en France pour aller retrouver l'experte LinkedIn Emmanuelle Petiot. Son nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'elle est déjà passée dans Mon Carnet, d'ailleurs à plusieurs reprises, pour nous aider à nous retrouver dans les changements qu'opère la plateforme LinkedIn. Et des changements, il y en a en 2026. On va retrouver Émilie Delvoye de Prompt. Cette semaine, Émilie nous amène à Quaticook, au cœur du secteur manufacturier québécois, pour un échange avec un dirigeant qui mise sur la technologie sans renier le savoir-faire artisanal. On va parler avec le PDG de Laki qui lance son prix du consultant indépendant technologie 2026. Et puis, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue lors de mon plus récent voyage à Las Vegas. J'ai été en voyage interstellaire, rien de moins, grâce aux gens du studio québécois Félix et Paul qui ont maintenant leurs pieds à terre là-bas pour proposer une expérience extraterrestre. Je vous en parle plus tard. Aussi, dans Mon Carnet cette semaine, Stéphane Ricoul est là pour parler de l'IA physique. Et puis Jean-François Poulain s'entretiendra avec son invité pour parler de préparation à l'interne pour assurer la meilleure expérience utilisateur possible. Alors voilà pour le programme de cette semaine, mais avant tout ça, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières à Nicolas Lachance-Bray, Jean-François Messier, Éric Lamirande, Martin Aumet et Christian Masson. Merci à vous 5 pour votre écoute et merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est vraiment apprécié. Et à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Et sur ce, allons à Paris pour retrouver Jérôme Colombin pour parler de l'actualité tech de la semaine. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal, ravi de te retrouver comme chaque semaine pour passer en revue l'actu tech. Alors Bruno, il faut que tu nous parles de ce gros dossier qui se passe non pas dans ton pays, mais sur ton continent, pardon de te dire ça, c'est aux États-Unis. Grosse vague de procès qui est en train de se mettre en route contre les ténors de la tech. Ouais, on commence, c'est ça, une série de procès qui vise essentiellement 4 entreprises, c'est-à-dire Meta, pour Facebook et Instagram. Ça vise YouTube, la plateforme de vidéo. Ça vise TikTok et ça vise Snap. Sauf que déjà, et puis là, tout le monde, tous ceux qui s'intéressent là, au droit, à la protection des jeunes, des enfants, s'intéressent à ce procès-là, ou cette série de procès-là. Mm-hmm. Et le coup de théâtre, quelques heures avant le début du premier procès d'une longue série qui va se promener un petit peu partout à travers les États-Unis, il y a eu entente hors cours pour 2 protagonistes qui étaient visés par cette histoire-là. TikTok et Snap se sont entendus hors cours, entente à l'amiable. On ne connaît pas les montants qui sont en jeu et donc D'accord. Ils ne feront pas partie de cette vague de procès D'accord. Pour un moment. On les retrouvera peut-être un petit peu plus tard. Mais pour le moment, ce qui est intéressant, et c'est principalement Meta qui est vraiment sous les feux là, des accusations. Et on retrouve donc une série. Puis là, quand je dis une série, là, c'est des milliers de cas qui ont été amassés, des poursuites. Et puis à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, on va faire une série de grands procès. Ouais. Un peu comme mais à Bruno, oui. Pardon, l'objet, c'est quoi? C'est les effets sur les mineurs, c'est ça? Sur les plus jeunes? D'accord, sur les jeunes. Exactement. Okay. Mm-hmm. Et un peu, c'est ce que j'allais t'expliquer. Un peu comme une certaine époque, on a fait un grand procès aux fabricants de cigarettes en Amérique du Nord où on les accusait d'avoir un effet nocif sur la vie des consommateurs de cigarettes. Puis après, on a vu que c'était les gens qui étaient à côté, les fumeurs de cigarettes. Et puis par la suite, évidemment, on a décliné toute cette poursuite-là. Alors, au niveau des fabricants ou des éditeurs de plateformes, des réseaux sociaux et des plateformes vidéo, c'est exactement la même approche. C'est-à-dire que on prend un cas
et on essaie de couvrir un peu large sur l'impact. Alors, le premier cas qui est présenté en Californie, à Los Angeles, cette semaine, c'est le cas d'une jeune femme qui aujourd'hui a 20 ans, mais qui a commencé très tôt dans sa vie à utiliser les plateformes, les réseaux sociaux, et notamment les propriétés de Meta. Et donc, rapidement, ils ont diagnostiqué au fil des années qui passaient des problèmes d'anxiété, des problèmes de vision de soi-même et tout le problème de la dépendance à ces plateformes-là. Ouais, oui, souvent c'est des jeunes filles qui voient des images d'un idéal féminin totalement fantasmé auquel elles essayent de ressembler et c'est évidemment pas très bon pour le moral tout ça. Ouais, et ça, effectivement, majoritairement, il y a des jeunes filles, mais il y a aussi des cas de jeunes hommes qu'on a vu au niveau de la dépendance, notamment. Et donc là, c'est le premier procès qui est ouvert et rapidement est sortie cette histoire qu'on a vue dans les documents qui ont été déposés en cours. C'est l'histoire de Mark Zuckerberg qui, suite à des études internes, avait des études internes qui confirmaient les problèmes qu'ils avaient avec les plateformes et notamment au niveau même plus récemment des IA qui étaient sexualisés, des agents IA qui étaient sexualisés. Il a accepté, il a enlevé, il a déverrouillé les systèmes de protection pour que les jeunes puissent y avoir accès. Alors, donc ça commence à voir là. Exactement. Alors là, on commence à voir plein de documents apparaître dans ces diverses poursuites-là, des documents qui sont déposés. Et là, puis là, les semaines et les mois à venir là, vont nous en présenter quelques-unes fort percutantes. Là. Donc c'est le début d'une longue série. C'est intéressant parce que on pourrait rapprocher ça de ce qui se passe chez nous en France actuellement. Tu as peut-être suivi, j'en dis un mot brièvement, mais c'est cette loi qui vient d'être votée pour les réseaux sociaux, pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux plus jeunes, aux moins de 15 ans. Comme quoi la problématique de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes est de plus en plus forte, même si c'est un peu contesté, hein. Voilà, c'est un peu étude contre étude. Est-ce que véritablement il y a un effet négatif sur les plus jeunes? Bon, on a quand même l'impression, il suffit d'ouvrir la fenêtre, c'est-à-dire de regarder autour de soi, et on voit qu'il se passe des choses. Et il me semble-t-il, temps d'y mettre le holà. Et d'ailleurs, on va en parler, avec François Sorel dans le grand débrief prochainement, hein, si tu es d'accord. Et avec toi, bien entendu, aussi. J'irai peut-être vous rejoindre. Oui, passe nous voir. C'est dimanche. Bon, je me prépare. Je prends la peine puis je viens vous rejoindre. Hey, restons dans le légalo judiciaire. Ouais, dans l'actualité judiciaire. Ouais, en Europe, là, il y a une histoire autour d'Android. Oui, alors ça concerne pas les jeunes, c'est encore et toujours les histoires d'ouverture à la concurrence, mais c'est gros quand même, hein. C'est la Commission européenne qui s'attaque à Google, ou plus exactement qui s'attaque à Android au nom du fameux DMA, le règlement européen sur le Digital Market Act, et l'Europe qui ordonne à Google de modifier Android. Je sais pas si tu te rends compte, d'aller tripatouiller dans les systèmes sur les smartphones pour ouvrir à la concurrence. Alors pour deux choses principalement. Pour que Gemini, l'intelligence artificielle de Gemini ne soit pas la seule à accéder aux éléments profonds du smartphone, c'est-à-dire le micro, la caméra, le processeur dédié à l'IA, le processeur neuronal. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à d'autres IA d'accéder à ces composants du smartphone. Et puis, ça c'est pour l'IA, mais il y a aussi pour le search, la recherche en ligne. Le moteur de recherche Google, il est très intégré évidemment dans Android, mais la Commission européenne souhaite que les données soient partagées avec d'autres moteurs de recherche pour ne pas défavoriser ces tiers. C'est exactement la même histoire que ce qui s'est passé avec Apple en réalité. Hein, c'est-à-dire que l'écosystème de l'iPhone ou l'écosystème des smartphones Android, évidemment, ils sont taillés sur mesure pour les outils de ces marques et quand tu es un prestataire extérieur, tu as un peu de mal à proposer la même expérience aux utilisateurs puisque tu n'as pas accès aux mêmes éléments. Donc il y en a pour plusieurs mois avant qu'on sache un petit peu ce qui va se passer. Mais tu parles d'Apple en disant c'est un peu la même chose, sauf qu'Apple, eux, ils n'ont pas ce problème-là parce que Apple Intelligence, ça fonctionne pas. Alors, sauf que, sachant que Gemini, les gens de l'équipe de Google, de Gemini, va travailler sur le développement du nouveau Siri.
J'imagine que ça va avoir des conséquences dans le développement. Ouais. Et là, ça serait intéressant de voir si, sachant ça, sachant ce que l'Europe demande, est-ce que Apple va quand même fermer les écoutilles ou va laisser les écoutilles ouvertes? Ça va être intéressant de voir. Et ça, on va voir, ça sera un bel exemple sur la bonne volonté d'être un citoyen corporatif exemplaire par rapport aux demandes européennes. Non, mais on rigole, mais c'est d'une complexité et d'une ampleur, ces histoires-là, c'est incroyable. Hein. C'est absolument incroyable. Bon, autre actualité judiciaire, ou en tout cas politico-judiciaire, Bruno, ça c'est chez toi, spécifiquement au Canada. Ça avait été très gros, je crois, c'est le départ de Meta, enfin la section actualité de Meta qui avait été fermée en fait, et qui pourrait revenir, si j'ai bien compris. Ouais, je te ramène 2023, c'est le dépôt d'une loi, c'était fait pendant l'été, sous l'administration Trudeau, où on disait, à partir de maintenant, si et il s'adressait aux grands réseaux américains, si vous désirez partager de l'information qui vient des médias, vous devrez payer des redevances à ces médias-là. Ah oui. Et évidemment, comme chez nous. Oui, mais là, évidemment, bon, ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Facebook s'est retiré de la table. Ils sont vraiment partis des négociations en disant, nous, on ne paie pas. Et Google est resté à la table. Eux, ils ont décidé de, chaque année, mettre 100 millions sur la table. Mais donc, ils ont fermé le service Google Actu, Meta Actu, c'est ça? Oui, enfin, Facebook Actu, en fait. Pire que ça, au Canada, tu ne peux pas partager un texte qui vient d'un média qui soit canadien ou étranger. Donc, sur par Facebook. exemple, donc, par exemple, je vois un texte intéressant de BFM ou de France Télévisions, ben, je ne peux pas le partager. D'accord. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas le partager sur mon compte Facebook. Oui, sur ton compte Facebook, d'ailleurs. Oui, ça concerne que Meta. Ouais, d'accord. Ouais. Et alors là, ils vont revenir? Ben là, c'est ça. Alors, évidemment, ça fait mal parce que on s'est rendu compte que depuis 2023, il y a eu des élections provinciales, il y a eu des élections fédérales et puis il y a eu surtout des crises et des situations de sécurité civique où on s'est rendu compte que on pouvait plus se tourner vers Facebook parce qu'il interdisait d'envoyer de l'information à ses abonnés. Alors, imagine-toi, pendant les feux en Colombie-Britannique, au Manitoba, toutes les villes, tous les médias voulaient donner de l'information, puis on disait non, vous pouvez pas. Alors, ça a été le bordel. Les médias ne pouvaient plus informer les gens. Alors là, ben, il y a eu donc de la pression qui a été faite à Ottawa et il y a des gens maintenant qui représentent le gouvernement et ont réinvité Facebook à la table en disant on va montrer un peu de flexibilité si vous ramenez la possibilité pour les Canadiens, les Canadiennes de partager de l'information et aux médias de partager leur contenu sur votre réseau. Alors, il va falloir voir parce que parallèlement, il y a quand même Google qui paye 100 millions là, par année. Alors, eux du côté du gouvernement, quand on leur parle, ils disent ben, on va essayer de trouver un terrain d'entente, mais je suis pas sûr que... Oui, c'est un peu le gouvernement canadien qui se plie finalement là. Ben, qui est en discussion, oui, pour montrer un peu de flexibilité. Il faudra voir. Intéressant. Et puis en plus, si on prend un peu de recul, ça montre bien encore une fois l'importance prise par ces plateformes, quoi. Ça devient des services publics quasiment. Exactement. Dont on a absolument besoin. Ça serait un bon sujet, ça, avec François Sorel. Je suis sûr qu'il y en a je vais le noter pour pour dimanche ou pour le dimanche d'après, ouais. OK. Bon. Hey, dis donc, écoute, restons dans ces histoires-là de gouvernement. C'est quoi, là, maintenant? On a une histoire chacun à raconter cette semaine, hein. C'est non, mais excellent. c'est bien, ouais. Non, mais je veux t'entendre là-dessus, parce que là, c'est quoi? Le gouvernement français, maintenant, est développeur de solutions de vidéoconférence. Écoute, oui, et ça passe pas comme une lettre à la poste. Alors en fait, l'idée de départ est tout à fait dans l'air du temps. Ça a été annoncé le 26 janvier. L'administration française veut booter hors de ses réseaux toutes les applis de visio américaines, donc Teams, Zoom, Skype, etc., etc., Webex. Et à la place, eh bien oui, ils vont mettre leur application qui a été développée spécialement par ce qu'on appelle la DINUM, la direction du numérique, et qui s'appelle Visio. Alors, ça part d'un bon sentiment, c'est très bien, voilà, ça va concerner jusqu'à 200 000 agents de la fonction publique, parce que évidemment aujourd'hui il y a une grande partie du travail qui se passe par visio, dans le privé comme dans le public.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, l'outil est assez intéressant parce que il fait aussi de la transcription automatique. Il y a de l'IA à l'intérieur. Et c'est pareil, c'est avec une solution française qui s'appelle le Pianote. Il y a du sous-titrage en temps réel pour de la traduction. Et ça c'est pour les différents accents à travers les départements. Ça, ouais. Non, mais c'est parce que l'administration peut être amenée à converser avec des interlocuteurs étrangers ou qui parlent pas, quand même, qui parlent pas français. Okay, Bien sûr qu'il y a une certaine ouverture, oui, parce que c'est très large. C'est les services au public, mais c'est aussi la recherche, les sciences, etc. En fait, tous les services publics. Et donc le truc est bien, si tu veux. Et en plus, il y a un gros projet derrière, c'est d'aller au-delà de la visio et de proposer petit à petit toute une suite d'outils bureautiques pour remplacer les outils américains, parce que tu sais que nous avons un petit problème de souveraineté, voilà, on va pas refaire la chanson. Ouais, mais là, attends, là. Si le gouvernement se met à développer ses propres outils, il y en a d'autres joueurs en France depuis longtemps qui essayaient de proposer des solutions, des trousses informatiques. Comment ils réagissent, eux? Eh bien voilà, tu mets le doigt sur ce qui fait mal, c'est que effectivement, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui proposent ce type d'outils et qui tout d'un coup se retrouvent avec une espèce de concurrence de l'État qu'ils n'ont pas vraiment vu arriver. C'est-à-dire que déjà, ils devaient se battre contre les géants américains pour imposer leurs solutions. Ils avaient le plus grand mal à les imposer. Ils comptaient notamment, et ils ont une partie de leur marché qui se passe dans le secteur public. Ça fait des années qu'ils pleurent, ils veulent des appels d'offres, que les entreprises françaises soient, si ce n'est favorisé, en tout cas soutenu, et puis qu'on achète leurs produits. Ils ont des bons trucs, il y a pas mal de solutions qui existent, et là, patatras, eh bien, c'est développé en interne, donc effectivement, ils l'ont un peu en travers de la gorge. C'est un peu le deuxième effet qui se coule de la souveraineté, quoi. C'est, ok, on essaye de couper un peu les ponts avec les Américains pour développer et mettre la priorité sur la souveraineté numérique. On pensait que ce seraient les entreprises privées, et ben non, chez nous, c'est l'État qui fait tout, si tu veux. On est encore un peu à l'époque du général de Gaulle, donc on développe tout nous-mêmes, et autant te dire qu'ils l'ont en travers de la gorge. Et moi, je reçois d'ailleurs cette semaine dans Monde Numérique une société qui m'explique que effectivement c'est vraiment un sale coup, c'est un coup de Trafalgar comme on dit chez nous. Ah non, écoute, c'est vraiment surprenant de les voir arriver comme ça. Ils n'étaient pas sur le radar du tout. Non, tout à fait. Enfin, apparemment les professionnels s'en doutaient, mais on s'entend. La cause est juste. Oui, elle est noble. Bien sûr. Mais sauf qu'il y avait déjà des gens, des industries. Il y avait déjà des entreprises françaises. Ça fait longtemps, là. Je les vois de temps en temps. J'en ai parlé ici. Ben oui, mais on voit bien la logique française par rapport à, par exemple, la logique de chez toi ou encore plus des États-Unis, quoi. Ou sinon, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas fait leur travail. Parce qu'on s'entend que le temps ils ont trop bien fait leur... Non, mais ils ont trop bien fait leur travail. Ça veut dire que, si tu veux, il y a une direction du numérique avec des ingénieurs qui sont compétents. Ils ont dû faire un super boulot. Ils ont développé une super appli. Je crois qu'elle est bien, leur appli, hein. Ah, sûrement. Et en plus, attends, tiens-toi bien, je t'ai pas tout dit. Elle est gratuite. Pour l'administration, elle est gratuite. Donc, effectivement, une mairie, un département, etc., qui a besoin de s'équiper, qu'est-ce qu'il va choisir entre une application française payante et une application française gratuite? En toute logique, voilà, tu m'as compris. Donc, bonjour la concurrence. Mais c'est bon, et en même temps, on peut dire que c'est bien pour le portefeuille du contribuable français. Donc, ouais. Mais en tout cas, c'est les gens de la French Tech qui vont qui vont élargir le radar, parce que si l'État commence à leur faire de la concurrence, là. Oui. Les jours prochains vont être difficiles. Si l'État lance un réseau social, si l'État en lance un... Voilà. Mais pourquoi pas? Et qu'après, on s'appellera la Chine. Il y a un projet de réseau social européen dans les tuyaux. Ça s'appelle W. Ouais, mais on n'en parle pas, on se le garde pour une autre semaine. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant. Ça a été annoncé en catimini à l'occasion du forum de Davos, mais pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur ce truc-là. Ce sera européen, pas français. Hein, je sais plus. Ce sera suédois, me semble, ou quelque chose, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Mais revenons sur des choses que tu sais beaucoup plus. Ouais. Mon numérique, ça va ressembler à quoi cette semaine?
Bah alors, le sommaire de Monde Numérique cette semaine. D'abord, on va revenir sur cette histoire de l'administration qui fait concurrence aux entreprises avec, je te le disais, une société qui va m'expliquer le pourquoi du comment. Et puis, c'est un peu le bureau des pleurs cette semaine, Monde Numérique, parce que on parle également de l'IA, mais du mauvais côté de l'IA, et ce qu'on pourrait appeler le coût de l'IA, à la fois le coût financier, mais le coût énergétique, le coût environnemental, le coût aussi en termes de perte de souveraineté ou non. Donc voilà, avec l'auteur d'un rapport sur le ou les coûts de l'intelligence artificielle. Et oui, cette magnifique révolution de l'IA, c'est bien, mais c'est pas sans douleur, malgré tout. Donc, on essaie d'être joyeux avant de commencer l'écoute de l'émission. Ouais, mais on garde la pêche malgré tout, et puis on donne rendez-vous à nos auditeurs dimanche pour le grand débrief avec François. Bon, qu'est-ce que je te souhaite pour la fin de semaine? Parce que grosse fin de semaine, là, si t'accueilles François Sorel. Oui, enfin bon, ça va. C'est pas Michael Jackson non plus. Écoute, est-ce que c'est cette semaine qu'on va avoir, tu m'avais promis que tu allais revoir le générique d'ouverture. Ouais, exactement. J'ai tout juste refait pour ça, il faut la regarder. Hein? C'est un peu comme les pubs pendant le Super Bowl, là, juste pour voir l'ouverture. J'ai tout refait du sol au plafond pour le grand débrief. Nouveau générique, nouvelle musique, nouvel habillage, nouveau plateau, un truc de dingue. Non, ça reste, comme on est international, ça reste de la visio. Hein. Hey Jérôme, merci d'être passé dans mon carnet, et puis je salue tes auditeurs et je te salue aussi. Merci à toi d'être passé dans Monde Numérique, et je te dis à la semaine prochaine, Bruno. Salut. Salut, bye. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. Cette semaine, on s'intéresse à un réseau social qui, en 2026, change profondément ses règles de jeu. LinkedIn n'est plus seulement une vitrine professionnelle, mais un espace de sélection de plus en plus exigeant où la cohérence, la spécialisation et la clarté priment sur la fréquence et le volume. Algorithmes revus, contenu générique moins visible, profil analysé sur la durée, l'année s'annonce déterminante pour celles et ceux qui veulent utiliser LinkedIn pour développer leur crédibilité, leur réseau ou leur affaire. Pour nous aider à y voir plus clair, pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus, on va aller retrouver Emmanuel Petiot, qui est spécialiste de LinkedIn, qu'elle analyse et décortique depuis des années au service de ses clients. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bruno. Heureux de te retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je t'ai pas parlé. Emmanuel, je le disais dans le précède, 2026, c'est une année de tous les possibles, mais si on sait bien faire avec un réseau comme LinkedIn, et toi, c'est vraiment ta spécialité, tu as vraiment un réseau social sur lequel tu travailles depuis des années, que tu décortiques, que tu analyses, et avec lequel tu aides tes clients à tirer le maximum. Alors, je sais que la commande est grosse, là, mais si on devait faire des bonnes choses en 2026 pour bien démarrer. On a déjà un compte, sauf qu'on ne l'entretient pas vraiment, on ne fait pas attention. Qu'est-ce qu'on devrait surveiller? À vrai dire, il y a eu à peu près tous les 2 à 3 mois, il y a ce qu'on appelle un update ou une core update, un petit peu comme chez Google. Là, vraiment, tout a changé sur LinkedIn. Ce n'est pas une update de plus, c'est vraiment complètement différent. Donc, je vais t'expliquer un peu et je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Il ne faudra pas que les gens hésitent en commentaire, du coup, à le dire quand tu publies ton podcast. Donc, par rapport à LinkedIn, LinkedIn est un espace, comme on le sait, de positionnement professionnel. Et LinkedIn s'est rendu compte que tout le monde n'a pas intérêt à être visible. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Avant, on pouvait regarder sur LinkedIn pour un contenu, que ce soit un post, que ce soit un article, une newsletter, un live, un événement, un post basique. Avant, LinkedIn comptait un peu bêtement, un petit peu comme Google qui compte les click-through rates, les CTR. Avant, LinkedIn comptait, par exemple, sur un post, combien il y avait de likes, combien il y avait de repartages, combien il y avait de commentaires, et si les gens restaient avec le dwell time. Bon, ça, c'est clair. Le voir plus, tout ça, ça se faisait depuis pas mal d'années, donc ça, c'est pas un problème. Le gros, et on va dire problème pour beaucoup de gens sur LinkedIn, c'est que son nouvel algorithme qui s'appelle 360 Brew, B-R-E-Y,
va dorénavant, et là le core update est fini depuis début janvier, ça y est, parce qu'il a commencé en août et le temps un petit peu que les ingénieurs finissent de le développer, il est terminé. Il y aura des core updates bien sûr derrière. Maintenant, il va faire quoi? Il va regarder le profil LinkedIn de la personne avant de pousser le contenu. Ça veut dire il va comparer tout ce qu'il y a dans le profil LinkedIn. Ça peut être le titre, le résumé, les expériences, les publications récentes, avec qui on interagit, combien de temps les gens sont restés sur le post. Et avant, on savait que LinkedIn, pour chaque post, entre guillemets, tout le monde avait sa chance. Maintenant, LinkedIn analyse aussi, malheureusement, on va dire, les posts qui ont fait des flops. Et voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. LinkedIn va aussi analyser tous nos posts sur 2-3 ans pour regarder de quoi on parle et s'ils ont marché, entre guillemets. Désolé du terme. Donc, ça veut dire que sur LinkedIn, vous devez, par exemple, avoir des sujets d'expression. C'est un peu compliqué à expliquer, mais par exemple, si je suis styliste, je vais être dans tout ce qui est mode, coiffure, vêtements et tout ça. Si à un moment, je parle de maquillage, ça va, parce que ça rentre dedans. Mais si à un moment, je parle de bouteille d'eau, ça n'a rien à faire dedans. Donc, il va falloir en plus que certaines personnes, désolé de le dire, suppriment certains posts pour l'algo, pour que l'algo puisse comprendre. Le problème, c'est que l'algo est dopé à l'IA, il est quasiment que IA. Et si l'algo ne comprend pas avec le profil LinkedIn, les posts, les interactions, la sémantique sur laquelle vous parlez, il ne va pas pouvoir vous mettre et je suis désolé de le dire, dans une case et il ne vous poussera pas. LinkedIn décide de ne plus porter tout le monde. Ça, c'est terminé. Donc, vraiment, on dit toujours, oui, j'ai été blacklisté et tout ça. Non, non et non. Le sujet, c'est pas confortable, c'est que LinkedIn pénalise plus les créateurs, mais il sélectionne les réponses utiles par rapport au sujet qui intéresse les gens. Donc, par exemple, si toi, Bruno, tu t'engages souvent sur des podcasts, il va te montrer plus de podcasts. Si tu t'engages plus souvent sur des vidéos et newsletters, il va te porter ça. Donc, en plus, il y a les formats préférés des personnes. Donc, par exemple, toi, tu lis souvent des newsletters, donc tu es tombé sur ma newsletter. Donc, l'algorithme est beaucoup plus précis. Il se rapproche beaucoup plus de ce que fait Google, et c'est pour ça que je viens du milieu de SEO et je le comprends, qu'avant. Donc, moi, je vais essayer vraiment le plus possible de décoder. Donc, le temps réel de lecture, oui, il va quand même le regarder, mais il va regarder aussi sur quoi tu interagis, sur quoi tu as publié et surtout sur ce que ton profil dit. Donc, on doit avoir un territoire d'expression qui est stable avec une sémantique, les sujets qui vont être traités avec continuité, des angles assumés et LinkedIn dévalorise les contenus génériques qui parlent à tout le monde, les profils qui parlent de la pluie d'un côté et du beau temps de l'autre, et des publications qui vont être conçues pour plaire à tout le monde. En plus de ça, on disait toujours que publier plus, ça remplaçait un petit peu. Maintenant, non, la fréquence ne va pas remplacer le manque de clarté qu'on a. Donc, ça va être important. LinkedIn regarde aussi en 2026 si un post est enregistré, parce que c'est un signal qui est fort. La fonction était existante depuis longtemps, mais maintenant, il s'en sert un enregistrement de post. Un partage aussi. Un partage sur d'autres réseaux sociaux, un partage en message privé, un partage ailleurs. Donc ça va être vraiment important. La question à se poser maintenant, c'est pas comment faire plus de vues, c'est sur quel sujet LinkedIn devrait penser à moi sans hésiter. Donc ça va être important d'être aligné entre profil, sujet, commentaire, prise de position. Donc ça va être aussi important. Donc c'est vrai que ça met mal à l'aise par rapport à tout. Moi, je ne te le cache pas. J'ai mis environ 4 jours à refondre mon profil à moi, 4 jours pleins. Dorénavant, j'intègre, et mon dernier client, Nikkei, je le salue s'il entend, a pu bénéficier du coup du nouvel algo parce qu'il change complètement. Et j'ai pu tester déjà en 2 semaines. Je suis passé de, je crois, 15 000 et tout ça, apparitions, c'est très bien, mais dans les recherches naturelles, je suis passé de 7 à 14%. Parce que moi, du coup, l'important, c'est pas de changer pour changer, c'est est-ce que changer donne des résultats. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il faut vraiment penser vraiment comme le SEO, quoi. Et ça, c'est important. Mais Emmanuel, je t'écoute et j'ai l'impression que ces changements-là, ils ont été faits pour arrêter ou mettre un frein à tu sais, après la pandémie, on parlait d'une Facebookisation de LinkedIn. Est-ce que c'est ça?
Oui, le problème sur LinkedIn, c'est qu'il y en a beaucoup qui réutilisaient leur contenu un peu partout, hein, qu'ils soient TikTok ou autre. Hein. Ouais. LinkedIn est un réseau professionnel pour que les gens puissent s'informer, s'enrichir et échanger. C'est quand même, LinkedIn dit toujours, connecter le monde des professionnels pour plus d'opportunités. À chaque fois, c'est ce que LinkedIn déclare. Et on n'est pas là pour faire le buzz et tout ça. On n'est pas là pour ça. Il vaut mieux un petit réseau très actif avec des gens qui t'aiment, des gens qui partagent les mêmes sujets, les mêmes aspirations ou les mêmes passions même. Mais il vaut mieux, c'est vrai, un petit réseau. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que LinkedIn a décidé, donc depuis la fin de la mise à jour, de montrer plus à son réseau qu'à ses followers. Donc, il y a un changement vraiment qui vient de s'opérer. Donc, moi, je vais remettre le bouton se connecter par rapport à ça et plus le bouton suivre. Donc, tu vois, c'est toute une logique après qu'il faut remettre voilà, en bas de combat, comme on dit chez nous. Ça veut dire que le bouton suivre n'a plus beaucoup d'intérêt par rapport au bouton se connecter, même si on ne peut avoir que 30 000 connexions. C'est pas évident. Moi, j'ai passé 6 jours pleins et je m'en suis arraché les cheveux, mais ça y est, c'est bon. On est dans la bonne ligne et c'est pour ça que je préfère me spécialiser que sur un réseau. Sinon, on survole tout et en vérité, on fait tout. Enfin, pas tout bien et moi, j'aime pas. Je suis un peu très embêtante là-dessus. Donc, si je dois encore continuer à regarder, le temps passé, les commentaires avec de la vraie valeur, pas 5 à 10 mots, on passe sur plutôt 15 à 10 mots. Les commentaires qualifiés, le verdict de l'engagement, et ça va être vraiment important. Est-ce que ce que je vais publier donne envie d'y revenir? Et qu'est-ce que j'ai appris? Donc, si on publie encore comme l'année dernière, une opinion par là, une idée par-ci, ça ne va pas du tout nous aider. On disait qu'avant, Google était un moteur de recherche et qu'il est devenu un moteur de réponse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn n'est plus un moteur de recherche non plus. C'est un moteur de réponse professionnel. J'ai une question, j'ai un besoin, je parle de ces sujets. Qu'est-ce que je vais pouvoir y trouver? Et LinkedIn se pose toujours la question sur quel sujet puis-je faire confiance à cette personne-là et pas un autre. Et si la réponse qu'on donne dans nos posts, dans notre profil change toutes les semaines, ben, le système ne va pas nous mettre en avant et les posts vont plafonner, même s'ils peuvent être bons, même s'ils génèrent des réactions. On ne va pas être pénalisé, on va être non priorisé. C'est ça qui va être important. L'an dernier, il y avait, je pense que ça a commencé l'an dernier, on voyait souvent ou on était interpellé souvent par LinkedIn pour aller donner notre avis sur tel ou tel sujet dans notre spécialité. Ça, on le voit moins, ça. Est-ce que ils ont mis l'idée de côté? C'est fini. Du coup, les articles collaboratifs sur LinkedIn se sont terminés. Pourquoi? Parce qu'on gagnait des badges. Alors, à vrai dire, c'était des réponses générées par l'IA. Voilà, moi, je ne te le cache pas, je suis prompt en généreur aussi. J'ai passé des certifications d'État. C'est 900 heures de cours, hein, quand même. On avait des sujets IA, donc on n'avait pas envie d'y mettre de l'humain, même si les réponses devaient quand même être logiques. Donc, moi comme d'autres, on répondait par l'IA avec de l'IA. Et le problème, c'est qu'on gagnait des badges, franchement, que les gens glorifiaient. Moi, j'ai jamais glorifié quoi que ce soit. C'était un peu trop facile. Et puis c'était devenu inhumain. Il faut savoir que les posts par l'IA, quand même, sur LinkedIn, sont full IA pénalisés. Il faut pouvoir, quand vous rédigez par l'IA, que ça se voit pas. Donc, il faut avoir des giga-prompts hyper précis ou des GPTS qui sont pour vous, hein, déjà, premièrement. Il faut passer par des anti-marqueurs, ce qu'on appelle enlever les markdowns. Donc, moi, j'enlève tous les markdowns d'habitude. Je ne sais pas si ton public le fait, mais les markdowns, il y a toujours des petites traces non écrites derrière les textes. Donc, moi, je les enlève naturellement. Il faut humaniser aussi. C'est pas évident. C'est pas évident parce que LinkedIn, non à tout l'IA. En même temps, il vous essaie de vous donner des réponses. Et en même temps, même si on utilise l'IA, il faut enlever l'IA tout en humanisant. Enfin, j'ai l'impression que c'est le chat qui se mord un peu la queue sur le coup, tu vois. Donc, Et ça a été quoi la réaction? Parce que c'est ça, toi, mis à part l'enseignement que tu donnes, la formation, tu as aussi un grand nombre de clients. Ça a été quoi leur réaction? Est-ce qu'ils se sont pris la tête quand tu leur as expliqué le changement? Oui. Début janvier, du coup, j'ai fait 2 formations. J'essaye de rendre simple les choses. Donc, j'essaie de tenir en une slide alors que j'ai 99 pages. Je te cache pas. Donc, voilà. Là, et je pense que de plus en plus souvent, les gens, c'est bien pour la formation, mais après, ils s'inscrivent à une newsletter parce que je suis aussi les évolutions. Donc, c'est pareil. Quand tu sais que tu es un expert dans un domaine, moi, j'ai des experts qui sont amis, hein, des experts dans le domaine, des experts SEO. J'arrive à me dire, lui, c'est un expert, je m'abonne à sa newsletter. Voilà, et de plus en plus, on va être là-dessus.
Voilà. Si j'ai besoin, par exemple, je dis une bêtise, mais de riz colombien sans sucre ajouté, je vais aller en magasin bio. Je vais pas aller en supermarché. Donc, c'est vrai que de plus en plus, on va arriver sur des canaux différents d'hyper-expertise. Et tant mieux, parce qu'on dit toujours qu'on fait tout. En vérité, on fait rien de bien. Ce qui est vrai. Et moi, je suis abonné à beaucoup de newsletters que ce soit LinkedIn ou newsletters envoyés par mail, qui sont un très bon format pour essayer d'être un peu informé. Là, par exemple, il y a, alors je sais que ce n'est pas ton sujet du jour, mais sur X, il y a des potes qui sont en train de tester du coup le référencement Google Actualité et ils sont en train de le tester. Moi, ça m'intéresse pour moi, mais je vais pas me positionner sur Expert X, même si ça m'intéresse parce que peut-être qu'à un moment, je pourrais faire un lien avec LinkedIn. Donc, je pense que chaque personne a son expertise et il faut après aller taper dans cette personne-là qui est passionnée par son sujet et auquel tu pourras faire appel, quoi. Emmanuel, tu dis de suivre donc des experts en la matière. Comment les gens peuvent te suivre? Moi, je suis sur LinkedIn, obligatoirement. Voilà, et mes couleurs, c'est bleu et jaune. Donc, faut pas hésiter à me suivre. Je publie très peu parce que je suis en même temps ghostwriter. Donc, je passe environ, et même avec l'IA, je le dis quand même, entre 10 à 15 heures à écrire un post. Donc, tu imagines jusqu'au bout, jusque là où je suis en train d'écrire un post sur le CES à Las Vegas et sur les innovations liées à l'âge. Donc, tu vois, c'est très intéressant. Mais du coup, voilà, je publie une fois par semaine à peu près. J'essaye de tenir le rythme. Moi, mon format préféré, c'est la vidéo. Bon, après, voilà, j'espère. Ça dépend de mes fluctuations de couleur de cheveux pour te faire rigoler un peu. Bon, ben écoute, j'invite les gens vraiment à te suivre parce que c'est vraiment fascinant de te voir aller dans cette actualité de LinkedIn. Et puis, merci d'avoir été aussi généreuse par rapport à ce nouveau visage, cette nouvelle version de LinkedIn. On va voir où ça va nous mener. En tout cas, chose certaine, quelqu'un qui veut percer dans le réseau a d'affaire à faire un petit ménage dans ce qu'ils ont fait précédemment. Ah oui, et on peut faire un plan, on peut auditer les 30 derniers posts qu'on a fait, les thèmes, les formats, les angles, et identifier 2-3 sujets naturels là où vous êtes crédible et utile et éliminer le reste, quoi. Déjà, faire le ménage, ça peut être pas mal. Emmanuel Petiot, merci infiniment d'être passé dans mon carnet. Plaisir. À bientôt. Au revoir, Bruno. Avant de poursuivre avec Émilie Delvoye de Prompt et ses rencontres avec les innovateurs de chez nous, je veux absolument vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est tout nouveau. Ça s'appelle Notes confidentielles. Vous avez peut-être vu passer quelque chose sur mon carnet, le blog là, à ce sujet. C'est une veille éditoriale spéciale que j'ai lancée pour celles et ceux qui sentent que suivre l'actualité technologique une fois par semaine ou même à tous les jours, ça ne suffit pas pour eux. Je couvre la tech depuis plus de 30 ans et depuis plus de 15 ans, c'est avec le blog Mon Carnet que j'explore l'actualité numérique au rythme du blog, mais aussi des podcasts quotidiens et hebdomadaires. Un travail qui est quotidien, soumis à l'urgence de l'information, mais une partie essentielle de mon analyse se fait ailleurs, en amont, dans le temps long. Et c'est pour ces choses que je vois venir à l'horizon que j'ai créé justement Notes confidentielles. Avec Notes confidentielles, chaque numéro prend du recul, identifie les signaux faibles, les angles morts et les vraies implications du numérique sur les organisations, l'économie et les décisions qu'on prend à long terme. Notes confidentielles, c'est un contenu qui est exclusif, réservé aux abonnés de Notes confidentielles. C'est distinct du balado, du blog et de 120 secondes de tech. Si vous êtes dirigeant, cadre, responsable TI, consultant ou simplement quelqu'un qui doit comprendre avant de décider, voir venir les choses avant que ça devienne de l'actualité, cette veille, elle est pensée pour vous. Notes confidentielles, ça paraît 2 fois par mois et vous trouverez toutes les informations concernant l'abonnement à Notes confidentielles dans la barre de menu en haut du site Mon Carnet. Sur ce, de retour à Mon Carnet. On retrouve maintenant Amélie Delvoye de Prompt. Cette semaine, elle nous amène à Quaticook, au cœur du secteur manufacturier québécois, pour un échange avec le dirigeant de Cabico, une entreprise spécialisée dans le mobilier haut de gamme sur mesure, qui, lui, mise sur la technologie sans renier le savoir-faire artisanal.
Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Alain Ouzillot, propriétaire de Cabico, qui est un ambassadeur de l'innovation dans le milieu manufacturier. Bonjour Alain. Bonjour Émilie. Alors Alain, Cabico, c'est une entreprise manufacturière qui est basée à Coaticook et qui fabrique du mobilier haut de gamme sur mesure. Donc on parle à la fois de fabrication artisanale et même d'ébénisterie en la combinant aux dernières technologies de production, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et ça faisait partie du défi, mais en même temps de notre vision de ne pas dénaturer le modèle d'affaires qu'on a bâti depuis 20 ans, qui est vraiment centré sur justement un produit très personnalisable, haut de gamme, sur mesure. Donc, vous avez engagé cette transformation numérique il y a à peu près 20 ans en arrivant de votre côté avec un background du milieu aéronautique, défense, donc vous étiez habitué à côtoyer les nouvelles technologies. Puis vous êtes arrivé dans un milieu assez artisanal, mais en même temps avec beaucoup de défis relativement complexes, ce qui vous a amené à travailler ce projet-là, ce grand projet-là, et dans lequel vous êtes venu chercher un soutien de Prompt pour un projet d'amélioration de l'interconnectivité des logiciels pour une ligne de production 4.0. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Puis effectivement, en Amérique du Nord, il y a 20 ans, l'industrie des armoires, des meubles était très traditionnelle, sans beaucoup de numérique ni de robotisation. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a de mes compétiteurs qui, dans les 5 dernières années, tout comme nous, ont beaucoup investi dans le domaine numérique, la transformation. Mais tout ça pour vous dire qu'on a voulu aller une étape plus loin. Donc, à cause justement de la nature de notre produit qui est très sur mesure et notre modèle d'affaires. Donc, on a utilisé justement, et puis on vous remercie encore une fois, j'en profite là, pour Prompt de nous avoir aidé justement côté financier pour pouvoir poursuivre ce projet-là qui, oui, il y a 20 ans, il y avait la vision, ça a été à des tout petits balbutiements à l'époque, puis c'est vraiment dans les 5 dernières années où on a vraiment accéléré le rythme au niveau là, de l'implantation du numérique dans nos processus. Et c'est l'an dernier, il y a 2 ans, on a vraiment, au niveau de l'interconnectivité avec l'ensemble des systèmes qu'on a mis en place, on a eu justement un excellent support de Prompt pour pouvoir continuer d'avancer. Donc, ce que vous avez un petit peu expliqué, c'est que vous aviez des robots ou des fonctions qui étaient très de pointe et que vous avez été chercher le top de la qualité, si je puis dire, pour chacune de ces machines. Puis ça a provoqué une complexité pour être capable de relier toutes ces machines ensemble. Oui, en fait, pas seulement au niveau des machines, Émilie, vous avez entièrement raison, mais pas seulement au niveau des robots et des équipements, mais vraiment au niveau des processus, comme par exemple toute la partie configuration, le design, la conception, le configurateur de produits qu'on a développé avec un partenaire local à Sherbrooke, mais aussi les autres systèmes au niveau de toute la planification de l'élément production, parce qu'encore une fois, étant donné que c'est très sur mesure, pour avoir un plancher de production efficace, la planification joue un rôle crucial. Donc, on est allé chercher le meilleur système de planification. On parle du système fait par la compagnie française Dassault, Hortem. Donc, on a vraiment choisi au niveau des différents processus d'affaires, les meilleurs systèmes avec des ponts qui viennent connecter tout ça. Et c'est là où, justement, on a découvert quand même, parce que on a décidé de prendre une approche en anglais qui appelle best of breed, les meilleurs logiciels pour chacune des fonctions. Mais ça amène le défi de connecter tout ça avec des ponts et puis s'assurer que tout reste efficace. Alors, c'est ce qu'on a fait là, dans je dirais, la dernière année et demie, deux dernières années, de mettre beaucoup d'emphase sur la connectivité de tous ces logiciels-là et la connectivité, comme tu le dis, Émilie, avec la partie plancher de production et les robots qui sont sur le plancher avec nos artisans. Et donc, qu'est-ce que ce projet vous a permis ? Quels sont les impacts? Ça nous a permis vraiment d'amener une intégration, un niveau d'intégration entre le data, entre l'information, entre les données, qui est vraiment optimisé. Il nous reste encore du chemin à faire et puis on aura encore besoin de votre aide et du support. On n'arrêtera pas l'innovation. On parle de plus en plus aussi d'intégrer l'intelligence artificielle dans toutes ces données-là. Mais effectivement, là, ça a été vraiment de nous amener à une intégration de la donnée à partir justement de l'idée
du designer, de notre client, jusqu'à sa transformation de cette donnée-là en optimisation pour l'utilisation de matières premières, pour évidemment la découpe des panneaux, l'assemblage, les instructions de travail pour nos employés. Donc, c'est vraiment tout le retour vers les informations financières, quelle est la profitabilité par client, la profitabilité par produit. Donc, c'est vraiment cette intégration-là de la donnée qu'on a amené à un niveau très, très intéressant et qui est essentiel pour prendre les bonnes décisions en tant qu'entrepreneur, en tant que gens d'affaires. Et pour le bénéfice de nos auditeurs, peut-être ce que tu expliquais en préparation de cette entrevue, c'est que quand on parle de partir de l'idée, il s'agit vraiment d'offrir un outil très simple d'utilisation et intuitif, donc dans les mains des designers qui peuvent travailler avec toutes sortes d'options et de contraintes pour être capables de dessiner donc leur projet. Et ensuite, toute cette donnée va aller vers les opérations qui vont être capables de faire prendre forme à ce projet, en fait, là. Tout à fait, Émilie. Il existe quelques bons logiciels de design dans l'industrie, mais ça reste du design. Nous, là où on est allé beaucoup plus loin, c'est que notre designer fait la conception met son idée dans l'outil, mais en même temps, en temps réel, l'ingénierie de ce produit-là se fait en temps réel grâce à nos systèmes qu'on a développés. Donc, ça veut dire que lorsqu'il nous envoie sa commande, oui, c'est sûr que nos gens vont la regarder, vont s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur, vont conseiller le designer pour optimiser, mais c'est déjà prêt à aller dans nos autres systèmes qu'on parlait il y a quelques minutes au niveau de l'intégration et de pouvoir s'assurer d'optimiser justement les opérations dans un temps de livraison très court et que ça arrive exactement conforme de l'idée jusqu'à l'installation, qu'il n'y ait eu aucun écart entre ce que le designer voulait et ce que nous, on lui a livré. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous différencier sur le marché aujourd'hui. Tout à fait. J'oserais même dire que c'est un avantage concurrentiel, Émilie, qui fait que certains designers vont nous choisir, nous, à cause de cette flexibilité-là et cette facilité de faire affaire avec nous. Alors Alain, je sais que tu as traversé plusieurs grandes crises depuis les 20 dernières années où tu as engagé cette grande transformation numérique. Qu'est-ce qui te motive encore à continuer à innover dans le contexte que l'on vit en ce moment? En fait, l'innovation, c'est notre meilleure arme, Émilie. Peu importe la crise, c'est sûr que là, les crises par définition sont la plupart du temps inattendues. Celle des tarifs qu'on vit présentement, nous, on est un exportateur important vers les États-Unis. Mais c'est sûr que si on n'avait pas innové il y a 5 ans, et on le fait en passant au tout début de la crise du COVID, on a foncé malgré le COVID qui nous a amené à un environnement très incertain. Et je vous dirais qu'il faut absolument continuer d'innover, peu importe les crises. En fait, ça devient l'outil essentiel pour pouvoir passer à travers ces crises et en période plus calme, de pouvoir justement générer de la croissance et de la profitabilité. Merci beaucoup Alain pour ce message d'espoir. Émilie, ça fait plaisir. Ça prend de la résilience pour pouvoir passer à travers ces crises-là et des outils puis des partenaires comme vous. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Alors, je vous invite, si vous aussi, vous avez des idées d'innovation, à ne pas hésiter à aller de l'avant et puis à contacter Prompt pour pouvoir nous présenter votre projet. On s'arrête maintenant sur une initiative qui vise à mettre en lumière un acteur souvent discret, mais pourtant omniprésent dans l'écosystème numérique québécois, le consultant indépendant en technologie. L'Association québécoise des informaticiennes et des informaticiens indépendants lance l'édition 2026 du prix du consultant indépendant en technologie. Pour en parler, on rejoint François Marchal, c'est le président directeur général de l'AQI. Bonjour François Marchal. Bonjour Bruno. François, d'abord, l'AQI, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? L'AQI, c'est l'Association québécoise des informaticiennes, informaticiens indépendants. Il y a 3 I, donc on met l'AQI au cube.org, donc un organisme qui fédère, c'est le réseau des consultants indépendants en technologie au Québec. On représente plus de 1200 membres depuis 33 ans maintenant. Ça leur permet d'accéder à quoi quand ils font partie de votre association? En fait, c'est que
les fondateurs de l'Acquis en 93 se sont regroupés. C'était des consultants indépendants qui n'avaient pas vraiment de ressources, il n'y avait pas d'assurance, ils n'avaient pas de moyens de fédérer et d'avoir des prix de groupe et tout ça. Donc, en créant l'OBNL et en créant l'association, on a réussi au fil des ans à bâtir un réseau, mais aussi à bâtir des services qui sont très utiles maintenant pour l'entrepreneuriat technologique, le solopreneur, le consultant indépendant. Donc maintenant, 33 ans plus tard, on a des assurances erreurs et omissions si vous êtes incorporé pour éviter les poursuites légales, pour pouvoir vous protéger légalement. Vous avez également la possibilité d'avoir le régime collectif, une assurance collective là, pour médicaments, voyages et tout ça. Vous avez la possibilité également de vous incorporer. Donc, vous êtes une start-up, vous arrivez à l'Acquis, on vous incorpore avec notre partenaire Lextark et vous êtes membre de l'Acquis pour 1 100 $. Imagine, là, pour 1 100 $, tu es incorporé, tu es membre de l'Acquis pour 1 an et là, on te fournit des contrats, on te fournit le portrait de l'industrie, le guide de démarrage d'entreprise, le mentorat, tout ce qu'il faut pour te lancer en affaires. Donc, les jeunes universitaires, par exemple, qui sont en génie ou en informatique, qui graduent et qui ont une idée d'application, qui veulent partir en affaires, en venant à l'Acquis, ils peuvent économiser beaucoup d'argent et avoir beaucoup de conseils des seniors au niveau mentorat. Voilà, donc ça aide la communauté des indépendants et on défend aussi leur statut au niveau du gouvernement pour protéger leur statut d'indépendant. Bon, voilà. Alors maintenant qu'on sait qui vous êtes et ce que vous faites, là, vous arrivez cette année en annonçant le prix du consultant indépendant en technologie 2026. Qu'est-ce que c'est exactement ce prix-là? Qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est l'Acquis et la Caisse Desjardins des technologies, notre partenaire. On a créé le prix du consultant indépendant en technologie qui est pour mettre en valeur justement le consultant indépendant qui est toujours oublié, mais le consultant, il est partout. C'est lui qui fait les applications chez Desjardins, c'est lui qui travaille dans les compagnies d'assurance, c'est lui qui fait la programmation de ci ou de ça. Donc, nous, on s'est dit, il faut une distinction pour souligner l'excellence, l'impact et l'innovation des consultants indépendants du Québec. Et on a créé avec Desjardins cette bourse, donc de 10 000 $ qui va se décliner en une première bourse de 7 000 qui, elle, sera remise aux consultants indépendants en technologie de l'année et une seconde aussi pour le prix de la relève. Donc, on ne veut pas oublier ceux qui sont plus au début du parcours d'entrepreneur. Donc, on aura 2 bourses, une de 7 000 et de 3 000. Et il risque, en guillemets, de ressembler à quoi, le ou la gagnante de consultant? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être récompensé pour ses années de service? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va être récompensé pour la dernière année? Comment ça fonctionne? En fait, pour être admissible, le projet doit présenter en quelque sorte des résultats concrets au cours des 2 dernières années. Donc, on est sur un horizon de 2 ans, un projet qui a bien fonctionné, qui a eu du succès et qui a été mis en œuvre au Québec par une entreprise qui est établie ici depuis au moins 3 ans. Donc, ça, c'est les critères de base pour pouvoir postuler. Et quelqu'un qui nous écoute, qui aurait un candidat en tête ou qui serait intéressé soi-même pour se présenter, comment ça fonctionne? Où il va? Qui il contacte? Alors, c'est très simple. On a sur notre site acquis.org, donc AQIII.org, il y a la bourse qui est là. On a une page d'accueil qui vous permet d'avoir tout le détail du concours pour récompenser votre travail, pour vous permettre de gagner en crédibilité, ça permet de financer les projets aussi. Enfin, bref, tout est là et vous cliquez sur « Je participe » et vous arrivez sur le formulaire qui est là et vous remplissez ce formulaire. C'est quand même un formulaire, il faut être préparé, là. On demande des états financiers, c'est sérieux, là. C'est pas juste un petit projet comme ça, c'est très encadré. Et il y a un jury qui va se réunir, composé de consultants indépendants et des gens de la Caisse des technologies. Et on va étudier les candidatures et les finalistes seront annoncés le 9 avril dans le cadre de notre 5 à 7 du printemps. Bon, voilà, l'information est là. Les intéressés sont appelés à aller déposer leur candidature ou celle de quelqu'un à qui ils ont pensé. François Marchal, président directeur général de l'Acquis, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Puis, bon prix de la compétence. Merci. Vous avez jusqu'au 20 mars, 23h59 pour soumettre votre candidature. Voilà. Alors, on parlait du prix du consultant indépendant en technologie 2026. Au revoir, François. Au revoir, Bruno.
Là, permettez-moi de prendre un peu de temps pour vous parler de quelque chose que j'ai essayé lors de mon plus récent passage à Las Vegas pendant le CES au début janvier. J'ai pas fait d'entrevue là-dessus, je voulais vous en parler à la première personne parce que j'ai pris le temps d'aller vivre une expérience dont je suis reparti bouche bée et dont je suis encore marqué d'ailleurs. Elle s'appelle Interstellar Arc et elle est proposée par Félix et Paul Studio, les joueurs québécois, là, dans la zone de divertissement, la nouvelle zone de divertissement de Las Vegas, Area 15 ou Zone 15. J'avais déjà vu et beaucoup apprécié leur expérience immersive de type documentaire, notamment, et peut-être que même vous l'avez vu ici au Québec, Space Explorer, où on nous permettait d'aller passer un moment virtuellement dans la Station spatiale internationale. J'en garde encore le souvenir d'être assis et de voir par la fenêtre la Terre tourner devant mes yeux comme si j'y était avec les astronautes. Mais là, avec Interstellar Arc, on change complètement de registre parce qu'on n'est plus dans un espace pour contempler, pour observer. Non, là, on est ailleurs, littéralement. Concrètement, l'expérience repose sur un casque de réalité virtuelle qu'on porte dès le départ, d'ailleurs, sur la tête, et aussi sur une série de dispositifs intégrés sur le parcours. On se déplace donc réellement dans l'espace, guidé par des éléments physiques qui sont synchronisés avec l'univers virtuel qu'on a dans le casque. Il y a des rampes, des repères au sol, des zones de circulation. Tout est aligné pour que le corps et le regard restent cohérents. Le résultat, c'est qu'on marche, on s'arrête, on regarde autour de soi sans jamais ressentir de malaise ou de perte de repère. Un autre aspect bien pensé concernant la dimension sociale de l'expérience, cette fois les producteurs ont pensé à permettre aux membres d'un même groupe de communiquer entre eux grâce à un système de micro intégré qu'on porte, en guillemets, virtuellement au poignet, ce qui permet d'échanger en temps réel pendant toute la visite. On peut aussi utiliser une caméra virtuelle pour prendre jusqu'à 30 photos souvenirs durant l'expérience, des images qui capturent ce que l'on voit, incluant les gens avec qui on est, qui sont eux dans leur costume d'astronaute, mais aussi notre présence dans cet univers. Et tout ça, c'est ensuite envoyé après la visite. C'est un détail qui fait en sorte qu'on prolonge l'expérience au-delà du moment qu'on est sur place. Sur le plan narratif, tout commence dès notre arrivée dans un centre spatial futuriste. On embarque comme passager sur une mission interstellaire à bord d'un immense vaisseau conçu pour transporter l'humanité vers une nouvelle planète habitable. D'ailleurs, le dernier coup d'œil qu'on nous offre sur la Terre en disant que c'est la dernière fois qu'on va la voir de notre vie, c'est vraiment impressionnant. Le voyage se fait sur plusieurs années avec une longue période de sommeil cryogénique et lorsqu'on se réveille, des siècles plus tard, la Terre est loin derrière nous et on approche enfin de la destination. Cette idée du temps qui passe, de la mémoire, de la transmission et du futur collectif accompagne toute l'expérience et donne un vrai sens à ce que l'on voit et à ce que l'on fait. Imaginez entrer dans un jeu vidéo grandeur nature, un monde virtuel dans lequel on circule librement, on explore, on rencontre, on observe, on interagit. On ne regarde plus une histoire, on se retrouve dedans. Et tout est pensé pour que cette présence soit naturelle, fluide, presque évidente. Pendant 1 heure, je me suis déplacé dans un immense vaisseau interstellaire, comme ceux qu'on voit au cinéma. J'ai découvert des paysages, des architectures, des fragments de récits, et tout ça à mon rythme. Chacun vit son parcours, mais on partage le même univers, et ce qui fait que c'est une expérience collective, sans aide dirigiste, qui laisse de la place à la curiosité et à l'émerveillement, et même à la discussion pendant qu'on est là, puisqu'on peut communiquer entre nous, et donc attirer l'attention de l'autre vers quelque chose qu'on vient de voir. Ce qui m'a frappé, c'est ce sentiment très clair d'être face à un avant-goût du futur du divertissement. Pas dans 10 ou 15 ans, dans quelques années à peine, un futur où on ne va plus consommer les contenus en les regardant simplement, mais où on pourra s'y déplacer, s'y perdre, y revenir. Et comme souvent avec les bonnes expériences immersives, le temps file, 1 heure passée beaucoup trop rapidement. Et vous saurez me le dire si vous avez l'occasion de l'essayer. Interstellar Arc, c'est pas seulement une prouesse technologique, c'est une démonstration, celle de l'endroit où peut nous mener l'industrie du divertissement quand elle mise sur la narration, l'espace et la présence. Et clairement,
J'ai juste hâte de refaire ce voyage l'an prochain quand je retournerai au CES. Si le travail ou la vie vous amène à Las Vegas dans les prochains mois, gardez-vous un moment pour aller vivre cette expérience inoubliable. D'ailleurs, ce n'est pas tellement loin du grand boulevard des hôtels et sur place, là, dans la Area 15, vous pourrez aussi découvrir d'autres activités immersives à faire. Vous pourriez facilement y passer un après-midi ou une soirée. Alors voilà pour ma plus récente expérience immersive. Interstellar Arc, c'est à Las Vegas. Les billets sont 54 $ pour adultes, 39 $ pour les enfants qui sont âgés entre 8 et 12 ans. Pour ce qui est des heures, c'est ouvert dès 11 h le matin jusqu'à 22 h en soirée. Si vous avez l'occasion, allez-y. Et pour ceux qui iront, je vous souhaite un excellent voyage interstellaire. Passengers of Interstellar Arc, future citizens of Arcadia, welcome to Hexospace Gate 1. On poursuit avec Stéphane Ricoul qui nous invite à regarder l'intelligence artificielle autrement cette semaine. Moins comme un outil derrière un écran, davantage comme une force appelée à agir directement sur le monde réel, sur la matière, sur les usines, sur les chaînes de production. Voici le billet de Stéphane Ricoul. Dans l'économie de l'attention, nous avons découvert l'intelligence artificielle à travers des écrans. Mais la prochaine révolution de l'IA ne sera pas celle qui générera un meilleur texte ou de plus belles images, mais celle qui manipulera la matière. Depuis bientôt 3 ans, le monde des affaires a les yeux rivés sur les modèles de langage. Mais dernièrement, un signal fort vient de déplacer brutalement le projecteur des serveurs vers les usines. Et entre vous et moi, c'était comme annoncé dans le ciel. Jeff Bezos revient dans un rôle opérationnel pour co-diriger le projet Prometheus, une entreprise financée à hauteur de 6,2 milliards de dollars qui ne vise pas, vous vous en doutez bien, à créer un nouveau chatbot, mais dont l'objectif est de développer une intelligence artificielle physique, capable de transformer l'ingénierie et la fabrication dans des secteurs critiques comme l'aérospatial, l'automobile et l'informatique avancée. Ce mouvement marque le début d'une nouvelle ère, celle où l'algorithme sort de l'ordinateur pour se confronter aux lois de la physique. Pour les dirigeants d'entreprises du Québec, du Canada ou d'ailleurs dans le monde, comprendre ce basculement n'est pas une option. C'est un impératif stratégique puisqu'il s'agit d'appliquer la puissance de calcul des modèles modernes aux contraintes inflexibles du monde réel. Et vous pouvez penser ici à, oui, la gravité, la friction, la thermodynamique et la résistance des matériaux. Cela dit, là où l'IA générative excelle dans un monde probabiliste et tolérant à l'erreur du langage, car après tout, une hallucination dans un poème est gênante, mais elle n'est pas fatale, l'IA physique doit opérer dans un monde où l'erreur a des conséquences tangibles. Un robot qui hallucine sur une chaîne de montage automobile ou dans un laboratoire de chimie peut coûter des millions, voire des vies. Prometheus n'est donc pas une simple entreprise de robotique, mais une tentative de construire ce que l'industrie appelle des Foundation World Models, soit des modèles d'IA qui comprennent la physique comme ChatGPT comprend la grammaire. Alors, qu'est-ce que l'IA physique et pourquoi s'y intéresser maintenant? Première des choses, il est crucial pour les entreprises de distinguer l'automatisation classique de l'IA physique. L'automatisation classique, celle qui est déterministe, existe depuis longtemps. Les robots industriels excellent dans la répétition. Si vous programmez un bras robotique pour souder un point A à un point B, il le fera 10 millions de fois avec une précision micrométrique. Mais si la pièce est décalée de 2 mm, le robot soudera dans le vide ou détruira la pièce parce qu'il est aveugle et rigide. L'IA physique, quant à elle, qui est probabiliste et adaptative, dote la machine de perception, la vision, le toucher via des capteurs de force ou de cognition. Le système ne se contente pas d'exécuter, il observe, il planifie et il s'adapte. Ensuite, le pourquoi cette explosion maintenant? Eh bien, c'est la convergence de 3 facteurs qui rend cette approche viable économiquement. Premier facteur, le coût des capteurs qui a chuté drastiquement, rendant l'équipement des machines abordable. Deuxième facteur, l'apprentissage par renforcement qui permet aux robots d'apprendre par essai-erreur dans des simulateurs ultra réalistes du style jumeaux numériques avant même d'être allumés. NVIDIA, par exemple, avec sa plateforme Isaac, permet d'entraîner un robot sur l'équivalent de 10 000 ans
j'ai bien dit 10 000 ans d'expérience, en quelques heures de calcul, résolvant le problème de la lenteur de l'apprentissage dans le monde réel. Et enfin, troisièmement, l'existence des modèles multimodaux, ces nouvelles architectures d'IA qui peuvent traiter simultanément des instructions textuelles et des flux visuels et qui permettent donc un contrôle intuitif des machines. Selon les analyses de Markets and Markets, cette convergence propulsera le marché de l'IA dans la fabrication de 23 milliards de dollars en 2024 à 155 milliards d'ici 2030, affichant une croissance annuelle donc de plus de 35%. Maintenant, vous m'avez souvent entendu dire que les robots humanoïdes étaient une forme de matérialisation de l'IA, mais il faut savoir que l'IA physique prendra des formes encore plus variées et pragmatiques dans nos entreprises. Pensez aux laboratoires autonomes par exemple, où l'IA physique manipule des pipettes et des matériaux, où des bras robotisés pilotés par l'IA mènent des expériences 24/7, où l'IA analyse les résultats d'une expérience, formule une hypothèse, ajuste les paramètres pour l'expérience suivante et recommence. Ce qui prenait des mois de tests manuels pour découvrir un nouvel alliage léger pour l'aérospatial ou une nouvelle batterie, peut désormais se faire en quelques semaines. C'est une accélération radicale de la recherche et développement. Pensez maintenant à la robotique collaborative et mobile, dans les entrepôts et les usines où l'IA s'incarne dans des robots ou des bras collaboratifs qui naviguent au milieu des humains et qui commencent à gérer le vrac, en saisissant des objets inconnus en vrac dans un bac, sans apprentissage préalable spécifique. Le Saint Graal, finalement, de la logistique. Selon la Fédération internationale de la robotique, le parc mondial de robots opérationnels a atteint un record de 4,7 millions d'unités en 2024. L'IA physique s'incarne aussi dans des drones ou des robots quadrupèdes capables d'inspecter des infrastructures critiques, équipés de capteurs thermiques et acoustiques. Ils écoutent les machines pour prédire les pannes ou détectent des micro-fissures dans des coques de navires ou des pipelines, là où l'œil humain fatigue ou ne peut accéder. On l'a fait chez Vuban avec FlyScan. Invitez-moi, je pourrais vous en parler. Donc l'arrivée du projet Prometheus valide une thèse, celle que l'avantage compétitif de la prochaine décennie ne résidera pas seulement dans le logiciel, mais dans la capacité à combler le fossé entre le numérique et le physique. Pourquoi? Parce que le monde industriel fait face à un mur démographique. Parce qu'aux États-Unis, l'Association nationale des manufacturiers prévoit que 2,1 millions d'emplois industriels pourraient rester non pourvus d'ici 2030. Parce qu'en Europe et au Japon, le vieillissement de la population pose le même défi. L'IA physique ne devient pas seulement une question de réduction des coûts, mais une question de continuité d'activité. C'est aussi un argument macroéconomique majeur quand il est question de parler de production locale. En effet, l'IA physique réduit la part du coût du travail dans la production finale tout en augmentant la qualité. Et donc, la justification de la délocalisation s'effondre puisque produire près du consommateur final redevient rentable. C'est un vecteur puissant de réindustrialisation dans les économies occidentales. Et ça, Jeff l'a bien compris. Mais attention, intégrer l'IA physique est infiniment plus complexe que d'installer un logiciel SaaS. Tout d'abord, il faut des données physiques qui proviennent de capteurs. La plupart des entreprises sont riches en données textuelles provenant de leur ERP par exemple, mais pauvres en données physiques. Ensuite, comme rares sont ceux qui construisent des usines neuves, le défi est d'intégrer ces systèmes intelligents dans des environnements existants, avec des machines datant parfois de 20 ans. Et enfin, si un bug dans un logiciel comptable est un problème, on s'entend, celui dans un bras robotique de 2 tonnes est un danger mortel. Les entreprises devront développer de nouvelles normes de validation pour des systèmes probabilistes. Donc le lancement du projet Prometheus à 6,2 milliards de dollars, je le rappelle, c'est pas juste une autre hype de la Silicon Valley, mais c'est le signe que l'IA entre dans sa phase de maturité adulte. Après avoir appris à lire et à écrire, elle apprend désormais à toucher et à manipuler, exactement comme un enfant. Pour l'ingénierie aérospatiale et l'industrie manufacturière, c'est la promesse de sortir enfin de la stagnation de la productivité. Pour les dirigeants, c'est un appel à l'action, parce que la frontière numérique est en train de s'effacer. Votre stratégie IA et votre stratégie industrielle ne peuvent plus désormais être 2 documents distincts, mais se doivent d'être une seule et même feuille de route.
C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, avec ton invité, tu parles d'expérience client ou de tout le travail pour en arriver à offrir une expérience au client. Oui, puis qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette semaine, je parle avec Geneviève Dupuis, qui est chez Desjardins. Elle est directrice de l'Omnicanal. Puis les questions que je lui ai posées dans l'entrevue, moi, évidemment, c'est là que tu parles. L'expérience client, c'est le CX, le UX. On met l'humain, évidemment, dans l'équation. On met l'humain à l'interne dans l'équation, puis on met l'humain à l'externe de l'organisation aussi. Parce que quand on parle d'Omnicanal, pour moi, ça veut dire qu'on brise un peu les silos à l'intérieur de l'organisation. Parce que c'est le guichet automatique, c'est le service à la clientèle, c'est les assurances, c'est tous ceux qui naturellement, se parlent pas nécessairement, quoique sûrement chez Desjardins, ils se parlent, mais c'est pas naturel. C'est dans les grandes organisations humaines, il y a toujours à un moment donné ça c'est ma cour, ça c'est ma cour, ça c'est ma cour. Puis on oublie de se parler, puis on oublie de créer quelque chose qui fait que l'humain qui reçoit le service en bout de ligne, que ce soit dans les gouvernements, dans les banques ou autres, ben il est un petit peu oublié parce qu'on se dit ben moi je le sers bien dans les assurances. Mais là la personne elle s'en va tout de suite après au guichet, puis c'est pas la même expérience, mon montant il est pas le même, le discours est pas le même. Fait que c'était pour moi d'une grande curiosité de vouloir parler à Geneviève Dupuis parce que elle fait l'Omnicanal. C'est quelque chose qu'on entend parler de temps en temps des organisations. Elle vient d'arriver dans ce poste-là. Puis je voulais savoir un peu la théorie. Elle me parle pas spécifiquement de Desjardins, évidemment, parce qu'elle vient d'arriver en poste, mais de sa grande expérience là-dedans. Je voulais justement savoir ça. C'est quoi ça, l'Omnicanal? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à mettre ça en place dans une grande organisation? Bon, ben maintenant que tu as piqué notre curiosité, on va aller écouter cette rencontre-là. Merci beaucoup pour cette entrevue que tu partages avec nous. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Bye-bye. On parle aujourd'hui de CX qui est, pour certains, englobant le UX, pour d'autres, enfin, il y a beaucoup de conversations, mais l'important, puis c'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui, on parle d'humain à l'intérieur des organisations. Puis le CX, il est souvent beaucoup plus haut au niveau stratégique dans les entreprises. Puis c'est de ça que je voulais te parler. C'est, toi, tu arrives en poste dans une nouvelle institution bancaire montréalaise. Et donc, c'est quoi le défi principal? Moi, j'imagine que c'est beaucoup le côté transversal. Là. On en parle souvent, puis c'est vrai, c'est le mot qui est proscrit, mais il y a des silos dans les grandes organisations. Puis c'est souvent ça qui fait mal à notre humanité. Comment on fait pour arriver à rassembler tout ça dans une organisation? Absolument. Puis, je dois dire d'entrée de jeu que, en fait, ça fait déjà 2 ans que je suis dans le poste, mais c'est mon mandat qui a évolué pour justement capter une plus grande partie de l'expérience. Et à ta question, à savoir, mais c'est quoi le premier silo d'expérience qu'on veut tenter de briser? C'est sûr que j'aurais envie de dire, la première chose dont il faut prendre conscience, c'est de l'expérience. Puis typiquement, dans des grandes organisations, historiquement, où l'expérience n'était pas une thématique ou un concept qui était regardé, qui est de l'expérience, était souvent guidé soit par les produits ou par les processus. Puis ici, j'entends vraiment les produits que commercialise l'institution financière et non pas le produit numérique. Ce qui fait que quand tu arrives avec une notion d'expérience qui a une perspective beaucoup plus large, qui ratisse beaucoup plus large, cette perspective-là, ce shift de lentille-là sur ce que l'on veut transformer est complètement différent. Et en plus, le poste que tu occupes, c'est pas la première fois, mais je pense que oui, peut-être, mais tu vas t'occuper de l'Omnicanal dans une banque. C'est ô combien important, encore plus depuis quelques années, où il y en a beaucoup des canaux de communication là, avec les clients. Tout à fait. Donc, l'envie serait de dire on adresse l'omnicanalité comme premier point de départ, mais c'est large et ça requiert un changement organisationnel qui peut être grand. Donc, j'ai plutôt tendance de dire il faut commencer à travailler le morceau sur lequel on est le plus crédible et le plus légitime. Dans mon contexte particulièrement, mon mandat a d'abord émané du numérique. Donc, c'est sur ce volet-là où je sens qu'on peut avoir le plus de pogne, si je peux dire, ou le plus de traction, c'est en venant regarder l'ensemble de l'expérience numérique et en faisant ressortir les éléments sur lesquels il y a peut-être de l'incohérence ou des bris de parcours et de prendre en fait l'ensemble de l'expérience numérique comme une grande gouvernance qu'il faut piloter avec intention. Et c'est légitime parce que on voit maintenant des institutions bancaires qui sont purement numériques. Donc, il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui s'est dit, est-ce qu'on a encore besoin de l'humain en interface bancaire? Donc, il y en a qui se sont dit non, puis ils ont misé là-dessus, puis ça fonctionne aussi. Donc, ton pari, il est éclairé en même temps, là. Absolument.
si on me demande est-ce que l'humain a toujours sa place dans l'expérience bancaire, ma réponse personnelle est oui, tout à fait, plus que jamais, mais sur les éléments qui créent réellement de la valeur pour le membre, pour le client, et ce qui n'est à non-valeur ajoutée, que le client est habitué de pouvoir faire de manière autonome, il s'attend à pouvoir le faire de manière autonome. Et tout le volet du conseil, de la personnalisation, de l'accompagnement, l'humain a toujours et encore plus sa place dans l'équation. Et comme c'est pas ta première fois et que là, tu rentres dans une nouvelle position similaire à ça, qu'est-ce qu'on met en place concrètement là, pour un peu obliger les gens à se parler ou comment on arrive dans un seul silo puis on fait école dans celui-là puis on amène les autres autour. Après, qu'est-ce que concrètement on peut arriver à faire dans une organisation? Je crois que tout dépend de ce qu'on veut accomplir. C'est toute transformation qui est souvent non perçue par l'ensemble de l'organisation, doit se rattacher aux objectifs organisationnels, aux ambitions organisationnelles. Et c'est en suivant ce message-là qui descend du haut et auquel on s'attache qu'on est capable, chemin faisant, là, d'avoir de l'impact, puis d'amener une transformation organisationnelle qui était souvent non anticipée avec les ambitions du départ. Et il y a toujours beaucoup de résistance à être quelque chose qui devient transversal et inévitablement, de par ton titre, c'est dans l'omnicanalité, c'est quelque chose qui est inévitablement transversal. Tu vas obliger tout le monde à un peu passer par toi pour faire une expérience qui est cohérente, là. C'est chouette. L'enjeu avec ce genre de mandat-là, c'est que l'ampleur de la tâche peut aussi donner l'impression qu'on va être un frein ou un goulot d'étranglement à la vélocité organisationnelle. Et donc, c'est super important de démontrer que on crée de la valeur, mais sans forcément ralentir les activités de livraison, les activités opérationnelles. Ceci dit, ça demande quand même un temps d'arrêt pour considérer l'ensemble de la portée que l'on couvre. Puis qu'on parle d'omnicanalité, de transversalité, on arrive souvent à regarder des systèmes complexes. La capacité à avoir cette vue-là d'ensemble par la force des choses dans des organisations qui sont très grandes, qui ont une complexité innée, si je peux dire, ça demande un certain temps aussi. Puis c'est souvent là où on a le reproche d'être des freins aux avancements. Oui, il y en a qui survivent pas cette étape-là aussi, mais en réalité, une fois que c'est bien mis en place et que cette compréhension-là systémique, elle est établie, on en sauve du temps. Absolument. Absolument, puisque de mon expérience personnelle, ce que je constate qui permet de se donner ce temps d'arrêt de réflexion, c'est d'avancer en parallèle sur des initiatives qui ont une visibilité certaine, qui créent de la valeur, peut-être moindre, qui achètent du temps. Et donc, tu travailles avec deux types d'équipes, des équipes qui sont plus opérationnelles, qui, elles, avancent, alors que tu as des équipes qui sont en réflexion, qui, elles, prennent le temps là, de dresser l'étoile du Nord. Et on le sait parce qu'on est tous des utilisateurs et on sait que quand on appelle, on aime que la personne au bout de la ligne sache qu'est-ce que nous, on voit en ce moment dans l'interface. Ça peut être une banque, ça peut être n'importe quoi d'autre où il y a des services en ligne, il y a des services en personne, il y a des services au téléphone. Et souvent, on a l'impression de cette différence de communication, d'une espèce de mémoire ou de connaissance qui n'est pas partagée entre les différents canaux. Et c'est agressant. Les gens le savent, les gens le sentent, là. Absolument. Absolument. C'est un grand défi, l'omnicanalité. Et souvent du fait que, historiquement, le développement des solutions technologiques qui permettent l'expérience numérique, qui permettent l'expérience en assisté, ne sont pas les mêmes. Et donc, non, c'est ça. Dans une expérience qui, technologiquement, est plutôt fragmentée, le partage de la donnée est souvent complexe. C'est une question intéressante justement, de la capacité à basculer du canal autonome vers le canal assisté, des fois pris en charge par de l'intelligence artificielle dans la première interaction sur le canal autonome, puis comment ça se transmet dans l'expérience en assisté. Effectivement, je n'ai pas vu de cas d'usage en entreprise qui ont énormément de succès sur cette dimension-là. Et j'ai pour dire que c'est là où tout le travail du designer est hyper important dans l'équation, parce que je crois qu'il y a certains cas de figure sur lesquels on ne veut même pas qu'il y ait un passage par de l'intelligence artificielle ou par une machine, là, si je peux dire, pour être le premier filtre aux besoins du client avant de basculer dans l'assisté. Il y a des cas complexes où
la réponse aujourd'hui pour assurer une bonne expérience, c'est directement d'aller vers le canal assisté, d'aller vers l'interaction humaine. C'est là où je reviens avec ma notion de design systémique ou d'avoir une perspective systémique sur l'expérience du membre. Effectivement, souvent, les entreprises, par, j'aurais envie de dire, souci de vélocité. Souvent, la dynamique, c'est ça, c'est de vouloir être le plus véloce possible de l'idéation à la livraison. Donc, on va dans le cadrage initial de ce qu'on regarde comme expérience, enlever des morceaux pour se focaliser sur la gestion de la relation avec l'entreprise, qui ne prend pas forcément le point de départ, la gestion du membre et de sa relation dans son contexte. Donc, on perd ces éléments-là. Et c'est tout à fait vrai. C'est un enjeu avec lequel il faut concilier, être capable de créer de la valeur dans les temps impartis pour l'organisation, tout en gardant en tête que le point de départ, c'est la résolution de problèmes du client qui va générer de la valeur pour l'entreprise. Nous, la pratique que l'on souhaite adopter, qu'on regarde l'ensemble d'une chaîne de production, de l'idéation au déploiement, c'est de regarder l'expérience omnicanal, tant du membre que de l'employé en prestation de service et toutes les couches de l'arrière-scène qui permettent de réaliser cette expérience-là dans la phase d'idéation puis de conception d'expérience. Ensuite, la livraison, c'est une toute autre réalité. Puis, pour des choix organisationnels pertinents, on pourrait décider de venir découper la grande cible en une NBS qui se focaliserait davantage sur l'expérience autonome sur les canaux numériques versus l'expérience en assisté, mais sachant que du départ, on l'a réfléchi avec cette cohérence-là 360. 360, donc ça inclut tout ce qui est expérience employée également, là, c'est primordial. Hein? Absolument, absolument. Puis, dans une institution financière, de par sa nature là, hautement réglementaire et où la sécurité prime d'abord et avant tout, c'est certain qu'on n'est pas l'industrie où on se positionne comme des précurseurs de l'application de l'intelligence artificielle dans les expériences que l'on livre à nos clients. Donc, aujourd'hui, la manière que ça se manifeste d'utilisation de cette intelligence-là, c'est principalement dans nos processus internes, dans nos activités internes à nous comme équipe de design. Donc, on va s'appuyer sur des outils d'intelligence artificielle pour accélérer, amplifier notre travail de création, de conception. Et bien entendu, on porte toujours du besoin des utilisateurs, de la problématique des utilisateurs auxquels on veut répondre. Et de cela découlera, est-ce que c'est quelle technologie peut y répondre? On ne part jamais du principe de dire que c'est l'intelligence artificielle que l'on veut déployer, c'est quel est le problème à résoudre et éventuellement, est-ce que l'intelligence artificielle peut y répondre ou non? Déjà, c'est intéressant. Tu mets pas la technologie de l'avant, tu mets l'expérience d'abord et la technologie qui va être choisie après. Ce qui n'est pas toujours le cas dans l'industrie au Canada. Je parle pas nécessairement de l'industrie bancaire, mais il y a beaucoup encore d'organisations qui vont aller vers la solution technologique avant d'avoir analysé réellement les besoins des gens. Là. Absolument. Puis ce serait de mentir que ce n'est pas le cas dans le secteur dans lequel je travaille. De par on le voit tous, la feuille de route en intelligence artificielle de notre compétition, elle est très claire. On voit de l'acquisition de start-up en intelligence artificielle. On le voit que la compétition, elle accélère sur ce volet-là. Donc, le réflexe humain est de dire vite, il faut rendre des solutions d'intelligence artificielle disponibles dans nos expériences omnicanales. Tu as parlé aussi tantôt, tu as soulevé la question, je ne pensais pas en parler aujourd'hui, mais tu as parlé de design. Puis c'est vrai que dans ton titre, c'est directeur Omnichannel Experience Design. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'en 2025, on peut dire que l'expérience utilisateur, c'est une chose, que le design, c'en est une autre. Comment tu joues avec le mot design dans une crédibilité d'entreprise? Est-ce que ça nuit? Est-ce que ça aide? Écoute, c'est une super de bonne question. C'était un élément sur lequel j'ai mis beaucoup d'emphase à mon arrivée en poste dans un contexte où le cadre dans lequel j'opère, c'est une transformation numérique. Je fais un programme de transformation numérique et nos ambitions sont justement d'être à la fine pointe de la technologie et de l'expérience sur le canal numérique. Ça m'a donné des ailes pour être capable de démontrer la valeur du design de produits, du design de services dans ce contexte-là, puisque la littérature le demande, l'expérience le demande dans les entreprises technologiques. Le designer a une place tout autant importante que le gestionnaire de produits dans l'équation, que l'ingénieur pour arriver à développer des produits numériques qui vont répondre aux besoins des utilisateurs. Dans ton mandat, donc, le design, c'est la réinvention, littéralement. Enfin, la porte est ouverte à ça. Là. C'est ça qui est important aussi.
Absolument. Il y a des métiers qui sont responsables de donner la vision d'affaires et le design vient les supporter pour définir le comment ça va prendre vie, la matérialisation de cette vision-là. C'est super intéressant. Geneviève Dupuis, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup. C'est super intéressant. Je te souhaite bonne chance dans ton nouveau défi. C'est un grand défi, c'est certain. Merci beaucoup, Jean-François. J'apprécie. À bientôt. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à mes invités et puis merci à mes collègues Jérôme Colombin, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leurs précieuses contributions cette semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet ou sinon, je vous retrouve dès lundi si vous avez pris l'habitude du 120 secondes de tech. Portez-vous bien. À très bientôt.